Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité, Benjamin Lebeau, directeur général d'Aldéran, vient de nous rejoindre. Bonjour Benjamin. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, on parle beaucoup d'immobilier, de logistique, Benjamin, depuis 2-3 ans. Ça explose vraiment. C'est vrai qu'avant, on en parlait moins. Il y en avait plutôt peu dans les portefeuilles, environ 10%. Alors, évidemment, c'est lié à l'essor de l'e-commerce, mais également le succès est accéléré par la crise sanitaire. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'immobilier de logistique? Parce que ce sont des entrepôts, de petits entrepôts, grands entrepôts. Est-ce que c'est ce qu'on voit quand on est sur l'autoroute? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les zones industrielles? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous achetez un entrepôt et après vous y mettez un locataire? Ça, c'est, Alors c'est un peu de tout ça. L'immobilier logistique, on distingue traditionnellement dans ce métier-là deux activités en quelque sorte. La première activité, c'est l'activité de stockage. Et c'est là qu'on retrouve effectivement ces entrepôts qui ont vocation à massifier les flux. Donc ce sont les grands entrepôts que vous voyez effectivement au bord de l'autoroute, ou des entrepôts de taille un peu plus intermédiaire. Et il y a les flux. Où là, la vocation des bâtiments n'est pas de stocker les marchandises, mais plutôt de faire le dispatching de ces marchandises pour les amener de leur lieu de production, leur lieu d'acheminement, vers le client final. Et ce sont, alors, en type d'immobilier, un immobilier un petit peu différent. L'entrepôt logistique de stockage est un local assez grand avec du volume. Le site de logistique de distribution est un site beaucoup plus petit avec généralement du double face pour de telle sorte que les flux et les colis passent de l'un à l'autre, d'une petite camionnette à une fourgonnette pour aller sur ce lieu de distribution. Quand vous investissez en immobilier logistique, vous investissez sur toute cette gamme de produits, qui sont des produits quand même assez différents, mais qui participent tous de ce qu'on appelle des maillons de la chaîne logistique, qui est effectivement aujourd'hui qui a été mise en lumière par la crise, puisque tout le monde s'est rendu compte, tout le monde tout à chacun un peu commander ses produits par Internet, ça a donné beaucoup plus d'essor au e-commerce, qui était déjà une tendance de fond. Mais c'est une classe d'actifs qui existe depuis très longtemps, puisque en quelque sorte, la première plateforme de distribution du dernier kilomètre, c'était le bureau de poste local. Mais c'est que en lien avec le e-commerce, l'immobilier logistique, ou pas que? Pas du tout, pas du tout. En fait, ça peut être aussi effectivement pour dans une activité B2B ou dans une activité de construction ou autre. Historiquement, c'était même essentiellement de la logistique qui est dédiée à du B2B. Là où cette classe d'actifs est devenue un peu plus visible aux yeux du public, c'est aussi quand elle a pris ce tournant du B2C avec le e-commerce. Donc c'est clair qu'il y a eu une corrélation directe entre l'évolution du e-commerce et la prise de conscience, on va dire, collective populaire de cette classe d'actifs, mais c'est une classe d'actifs qui a toujours été opérationnelle et extrêmement importante pour le fonctionnement de l'économie au sens large. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui fonctionne tellement bien que vous avez une SCPI qui est 100% dédiée à la logistique, Activimo. Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez vu que j'allais continuer. Non. En fait, c'est parce que cette SCPI, c'est intéressant, elle a été lancée, alors ça ne s'invente pas, elle va avoir 2 ans, le 11 septembre 2019, donc avant le confinement, avant cette pandémie, puisque nous nous étions rendus compte qu'effectivement, c'était une classe d'actifs qui était peut-être à tort méconnue, ou en tout cas pas suffisamment appréciée à sa juste valeur par les investisseurs, et nous avons voulu la rendre accessible au grand public. Et effectivement, on s'est rendu compte, comme vous le disiez, de cette appétence extrêmement importante des investisseurs, y compris des investisseurs particuliers, pour cette classe d'actifs, puisque notre collecte a littéralement explosé post-confinement. Oui, puis il y a le taux. En mars 2020, vous lancez en septembre 2019, en mars 2020, la pandémie arrive, vous vous dites, oulala, c'était le mauvais moment pour lancer ce fonds, ou au contraire, ça va peut-être nous porter notre activité? Parce que là, avec le recul, effectivement, on se dit, bah oui, effectivement, voilà les tendances qu'on a identifiées, mais en mars 2020, comment vous étiez à ce moment-là? En mars 2020, j'étais confiné. Oui, c'est ça, déjà. Non, on était sur une dynamique où forcément on lançait un produit avec finalement assez peu de visibilité sur ce qu'allait donner la collecte, notamment, qui est la matière première pour nous permettre d'investir. Nous étions profondément convaincus de l'intérêt d'investir sur cette classe d'actifs, mais il fallait aussi convaincre les utilisateurs.
J'ai pas cherché à faire des perspectives sur ce qu'allait donner ce confinement, cette pandémie, puisque là, le premier objectif, c'était déjà de parvenir à poursuivre aussi nos acquisitions, Toutes les autres activités qu'on avait initiées justement par rapport à la collecte qui avait commencé en fin 2019. Et c'est vrai que ça nous a en fait aidé parce que au début du lancement du véhicule, avant pandémie, on avait encore quelques partenaires qui s'interrogeaient, qui avaient besoin de nous pour expliquer à leurs souscripteurs quel était l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs, pourquoi est-ce qu'il fallait plutôt privilégier de l'investissement sur un bout de tôle ou un bâtiment assez standard en périphérie de ville, plutôt qu'un immeuble en pierre de taille. Et en fait, le fait que le confinement, la pandémie ait mis en lumière tout l'intérêt, la résilience de cette classe d'actifs, l'intérêt d'investir, le fait que c'était une classe d'actifs qui permettait une bonne mutualisation du risque locatif, que c'était une classe d'actifs qui s'était énormément améliorée en termes de qualité du bâti. Tout ça, ça a effectivement contribué à nous aider et à atteindre cette collecte qui est, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui Activimo, du haut de ses 2 ans, en deuxième trimestre de l'année 2021 et troisième en termes de collecte, derrière 2 autres grandes SCPI. Mais on va parler aussi du taux de rendement, parce que vous avez, en 2020, vous étiez donc à 6%, c'est bien ça? C'est votre objectif cible de rendement? L'objectif. Et puis la deuxième question, c'est où vous en êtes là pour le premier semestre? Est-ce que vous allez réussir à tenir? Alors, l'objectif initial, c'était effectivement 6% pour la SCPI, quand on a lancé le véhicule, parce que c'est aussi ça l'intérêt de cette classe d'actifs, c'est d'être capable de servir des rendements qui sont plutôt haute fourchette par rapport à d'autres produits d'épargne et par rapport à la SCPI. Sur la SCPI, je pensais. Donc, c'était l'intérêt premier. Cet objectif a été tenu en 2020. Nous avons un TDVM de 6,05 sur l'année 2020. C'est un objectif qui sera tenu pour 2021. Oui. Aujourd'hui, les acquisitions qu'on a réalisées jusque-là nous permettent et puis le patrimoine qui se constitue au fur et à mesure sur cette SCPI nous permettent de dire qu'il sera tenu sur 2021. Sur 2022, je pense qu'il faut aussi tenir compte du marché. On n'est pas non plus complètement extérieur au marché. La pandémie, l'intérêt croissant des investisseurs pour la classe d'actifs fait qu'il y a un nombre extrêmement important d'acteurs qui se sont placés sur ce segment-là. Je dis placés parce que parfois il y a aussi une petite forme d'opportunisme ce qui n'a pas été notre cas. Et donc la concurrence est assez féroce sur cette classe d'actifs et les taux ont tendance à diminuer. Néanmoins, on pourra maintenir un spread extrêmement intéressant sur le véhicule. Un mot des risques de ce type d'investissement. D'un point de vue d'un épargnant, quand on vous dit on va acheter tout un immeuble et puis on va louer plein de petits lots, du coup, l'épargnant comprend diversification du risque d'impayé avec le locataire. Quand on fait de l'investissement dans l'immobilier logistique, on voit une très grande surface louée à une seule entreprise ou à 2 entreprises, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine, et on se dit très bien, en plus c'est potentiellement développé pour son activité à lui ou c'est l'activité de telle entreprise, mais si jamais il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, comment est-ce qu'on appréhende le risque sur l'immobilier de logistique? Alors effectivement, vous l'imaginez avec ces grandes plateformes logistiques qui peuvent être louées à des clients, ce qu'on appelle les plateformes XXL, louées à des Amazon, louées à des Cdiscount ou autres. Mais ce que j'expliquais justement tout à l'heure, c'est que l'immobilier, c'est pas que ça. L'immobilier logistique, c'est pas que ça. C'est pas uniquement ces plateformes logistiques. Et c'est tout notre travail justement aussi d'experts de cette classe d'actifs que de justement bien mutualiser ce risque locatif. Donc on peut avoir plusieurs entreprises au sein du Alors, même bien sûr, un entrepôt classique sont des cellules généralement de 6000 m² à peu près, vraiment ce qui est standard, ce qui vous permet aussi d'avoir au sein d'une seule et même grande plateforme, par exemple de 30 000 m², vous pouvez avoir jusqu'à 5 locataires.
Le cœur de cible d'Activimo, ce sont aussi des locaux d'activité, donc des locaux de plus petite taille qui peuvent demain devenir les locaux de la logistique dite du dernier kilomètre. Et ce sont des locaux qui accueillent toute une série de PME, PMI, d'artisans qui participent de cette mutualisation locative. Et dernier exemple, vous pouvez aussi, c'est la mutualisation du risque locatif, du risque géographique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, là, au mois de juillet, nous avons acheté plusieurs portefeuilles loués à un seul et même locataire, mais entre 15 et 20 sites. Donc vous mutualisez le risque, non pas par le risque locatif, mais par le risque du locataire, mais par le risque géographique, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de risques que votre locataire libère les 15 ou les 20 sites en même temps. Donc vous pouvez aussi, et là c'est enfin notre dernier savoir-faire, c'est d'identifier les actifs pour lesquels ce qu'on appelle la liquidité locative est en quelque sorte assurée, puisque ce sont quand même des bâtiments assez standardisés qui peuvent être utilisés par d'autres utilisateurs assez facilement. Merci beaucoup Benjamin Lebon, on en sait plus sur cette case d'actifs qu'est la logistique. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.